Nombreux, je crois qu'on va faire ça, ça fait très plaisir. Donc on va commencer dans quelques minutes un petit atelier, ou un grand atelier de 45 minutes sur le growth hacking. Je vous ai prévu une session un petit peu dense. J'espère qu'on aura le temps de finir tout en entier et peut-être passer une petite séance de questions-réponses. Si vous avez des questions, essayez plutôt de les garder pour la fin. Ça sera peut-être plus facile parce que comme on est assez nombreux, parfois on prend un petit peu de temps. Si jamais vous avez vraiment une question super urgente et qui vous brûle les lèvres, j'y répondrai quand même. J'essaie de faire comme un atelier qui soit assez pratico-pratique. Essayer de vous donner quelques petites astuces, trucs et astuces qui fonctionneront pour la plupart des secteurs d'activité, que vous soyez sur le web ou que vous soyez en fait sur une boutique plutôt physique. J'ai essayé de vous trouver quelques petits exemples. Et je vous ai même trouvé des exemples du quotidien avec ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en matière de growth hacking, en termes même de réalité concrète sur le terrain. Alors je ne vais pas tarder à commencer, parce que comme je disais, comme j'ai 5 minutes de plus, ça ne sera pas du luxe. Donc bienvenue à tous tout d'abord. Donc la conférence d'aujourd'hui, ça va vous parler de growth hacking. Et je vous expliquerai ce que c'est le growth, qu'est-ce que c'est le hacking, ce que ça représente exactement, les plus, les moins, et quelques outils. Alors, pour commencer, déjà je vais me présenter moi. Donc je suis Frédéric Canevette. Ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le marketing et sur le web de manière générale. Donc je suis blogueur sur mon site principal qui s'appelle conseilmarketing.com, mais j'avais à un moment donné près d'une 50aine de sites internet. Je suis également product manager. Vous avez peut-être vu des conférences aujourd'hui sur le métier de slasher, des gens qui ont plusieurs activités, et c'était mon cas pendant très très longtemps et encore maintenant. J'ai une activité de product manager. Et je suis également blogueur et de temps en temps consultant, donc j'essaye un peu de plusieurs activités, et c'était mon cas pendant très très longtemps et encore maintenant. J'ai une activité de product manager et je suis également blogueur et de temps en temps consultant, donc j'essaye un peu de varier les missions. Je suis également co-auteur d'un livre qui s'appelle le Growth Hacking, que vous pourrez retrouver en fait sur le stand d'Uno qui est juste au bout là-bas. Et je me ferai un plaisir de faire une dédicace tout à l'heure à 13h15. Et pour vous remercier, si jamais vous l'achetez directement sur le stand, tout simplement, je vous offrirai un mois d'abonnement à ma formation vidéo qui s'appelle la Star Marketing Academy. C'est tout simplement une formation vidéo où je donne tous les mois 1 à 2 heures de vidéo de formation où j'explique un petit peu des trucs et astuces supplémentaires. Donc en fait, le bouquin, je crois qu'il vaut 25 €, la formation à un mois vaut 25 €, donc en fait, grosso modo, ça sera gagnant-gagnant. Donc le bouquin donne des trucs et astuces et la vidéo vous permet de montrer vraiment qu'est-ce qui se passe de nouveau. Voilà. Donc ça, c'était une petite carte. C'est un mot anglais. Même des fois, certaines personnes ont du mal à le prononcer, growth hacking. Donc en fait, le but, c'est de vous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière ce terme un petit peu américain-anglais. Et justement, qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète pour vous. Et comment vous allez pouvoir l'appliquer pour vous dans votre business. Et pour cela, on verra les deux aspects du growth hacking. Le premier aspect qui est hacking, hacker le système, détourner le système. Et la deuxième partie qui concernera le growth, comment on va pouvoir assurer la croissance de son entreprise sur le long terme. Parce que souvent, les gens associent growth hacking à piratage, à aller toper des adresses email, faire du spam, etc. Ce qui n'est pas le cas, enfin qui est une toute petite partie du growth hacking. La grosse partie, c'est justement plutôt le growth. Assurer la croissance de son entreprise et pas faire juste des coups ou des choses un petit peu illégales. Et à la fin, je passerai 3-4 minutes à vous rappeler un petit peu les contraintes légales, avec la mise en place du RGPD, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire, ce qui est autorisé ou pas, et bien entendu, ça met un petit peu un frein pour ceux qui respectent les lois. Alors tout le monde ne le respectera pas, je vous montrerai d'ailleurs des exemples. Donc je vous montrerai un peu de théorie, mais surtout des exemples, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, c'est de repartir après ces 45 minutes avec quelque chose qui va vraiment vous servir à vous dans votre activité. Alors la première partie, elle est très simple, c'est se dire qu'est-ce que c'est que le growth hacking. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme. En fait, ma définition à moi, elle est très simple, c'est tout simplement, c'est une méthode et des astuces, donc il y a méthode et astuces, pour croître plus rapidement,
sans avoir de gros moyens, avec une culture orientée ROI, retour sur investissement, des résultats rapides, quitte à prendre des risques. Alors prendre des risques, ça veut dire frôler la ligne blanche tout en restant du maximal, parce que avec peu de temps, avec peu de moyens, on peut arriver à faire de grandes choses et de belles choses. Et comme je vous le disais, moi, j'ai monté mon premier blog en 2008-2009, et pourtant j'ai été salarié pendant des années, et j'ai quand même réussi à le faire en optimisant mon temps, en optimisant mes moyens, et en faisant pas mal de petites astuces qui permettent justement d'être plus efficace. Et lorsque le concept de growth hacking est sorti, je dis « Ah, c'est exactement ce que je fais ». Voilà. Donc, dans le growth hacking, il y a la première chose qui est growth, donc c'est la méthode. C'est la méthode en fait qui va vous permettre d'assurer la croissance de votre entreprise. Et il y a hacking, qui sont toutes ces petites astuces et ces petits outils. Donc le growth hacking, tout simplement, ça va être un petit peu d'utilisation d'automatisation, de logiciels. Pour ceux qui s'intéressent également, ça peut être du script. Ça peut être également de l'offshore. Je vous donnerai un exemple, on peut très simplement déléguer une partie des tâches à une assistante, et ça vous fait gagner énormément de logiciels. Pour ceux qui s'intéressent également, ça peut être du script. Ça peut être également de l'offshore. Je vous donnerai un exemple, on peut très simplement déléguer une partie des tâches à une assistante, et ça vous fait gagner énormément de temps. Il y a aussi de l'analytique. L'analytique, c'est voir les résultats de ces opérations et faire uniquement ce qui marche. Et bien sûr, de la créativité, de l'ingéniosité, parce qu'on ne va pas en fait faire les choses comme les autres. Il faut penser différemment, sortir du cadre. Parce que vous faites comme les autres, vous aurez du mal à vous en sortir, parce que tout simplement, il y a plus de personnes qui ont plus de budget de vous. Il y a des grandes entreprises qui ont plus de moyens, plus de personnes, donc il va falloir être agile, astucieux et faire différemment. Alors, dans le growth hacking, grosso modo, il y a 3 familles. Alors, il y a la première famille qu'on appelle le white hat growth hacking. C'est tout simplement les gens qui savent remettre en cause les acquis. Et je vous mets un exemple sportif à chaque fois. Le Fosbury Flop, tout simplement, c'est Dick Fosbury qui a en fait, on va sauter plus haut. Et c'est comme ça qu'il a remporté des médailles aux Jeux Olympiques. Remettre en question ce qui se fait actuellement pour faire différemment. Et repartir souvent du besoin client ou alors d'une nouvelle technologie qui vient de sortir. Donc ça, c'est le plus simple. C'est, entre guillemets, on fait quasiment du marketing un petit peu classique. Deuxième exemple, alors cette fois on est dans le domaine du sport, je vous donnerai l'exemple de Greg LeMond au Tour de France. C'est lors du Tour de France, je ne sais plus si c'est pas en 84 ou quelque chose comme ça. Donc il y a donc Fignon, qui en fait était le deuxième ou le premier, je crois, au Tour de France, et LeMond qui était juste derrière. Et lors de la dernière étape, le contre-la-montre sur les Champs-Élysées, qu'est-ce qui s'est passé? Notre ami Greg LeMond a sorti en fait le cadre de triathlète, le guidon de triathlète, et grâce à ça, il a rattrapé toutes les minutes, il a battu Laurent Fignon. Laurent Fignon, en fait, avait aussi dans l'idée d'utiliser ce guidon de triathlète, mais comme c'était pas indiqué dans les règles officielles du Tour de France, il n'a pas osé le faire. Greg LeMond l'a fait et il l'a battu. Donc il faut oser prendre des risques. Troisième exemple, là on arrive dans le black hat growth hacking. On est allé du blanc au gris au noir. Le noir c'est le pirate. Donc je vous ai mis un exemple que vous connaissez sans doute, Lance Armstrong. Donc c'est le principe pas vu pas pris, c'est-à-dire qu'on utilise des méthodes à la limite de l'égalité en se disant bon, même des méthodes illégales dans ce cas-là, et on se dit bon allez, si ça ne se voit pas, c'est pas grave, en attendant je gagnerai. Donc c'est exactement ça, il y a plein de gens qui utilisent ces techniques-là. Et je vous donnerai quelques exemples de personnes qui ont fait ça, qui ont réussi, d'autres qui se sont fait prendre. Donc je vous ai expliqué ce que c'était le growth hacking, pourquoi en fait il faut s'y intéresser, pourquoi c'est important. Tout simplement parce que le marketing classique montre quelques contacts sur LinkedIn, vous n'arriverez pas à avoir un impact et une visibilité suffisante. Il faut améliorer votre visibilité et votre impact sur le marché. Et pour cela, il faut faire différemment. Ensuite, je le disais, vous êtes une petite entreprise, vous allez vous lancer, il y a plein de gens qui sont établis depuis des années, qui ont une renommée, qui ont un réseau, etc. Vous ne pouvez pas faire comme eux, vous n'avez pas le budget. Donc il faut penser différemment, utiliser votre argent différemment. Le temps d'adaptation est limité aussi. Il y a Netflix qui disait que son premier ennemi, c'est tout simplement le sommeil. C'est pas les concurrents, mais c'est le sommeil. Donc en fait, tout simplement, vous devez aussi essayer de gagner l'attention des gens. Alors ça, vous n'allez pas vendre des séries télé, vous n'allez pas faire le Game of Thrones de votre secteur, mais vous allez essayer de gagner de la visibilité sur les réseaux sociaux, sur le référencement naturel sur Google, etc.
Autrement, on entend aussi beaucoup parler de celui-là, qui est mettre en place en fait une audience, enfin capter l'audience d'un leader existant. Et ça, c'est ce que font beaucoup d'entreprises, et je vous donnerai quelques exemples. Autrement, on entend aussi beaucoup parler de celui-là, qui est mettre en place en fait une audience, enfin capter l'audience d'un leader existant. Et ça, c'est ce que font beaucoup d'entreprises, et je vous donnerai quelques exemples. C'est la technique qui marche le mieux en growth hacking. Essayez d'aller capter les clients, les prospects d'une cible existante pour aller prendre un petit peu de sa part de marché. Surtout si c'est des leaders qui sont un petit peu endormis sur leur laurier, qui ne sont pas passés au numérique, au digital. Là, pour vous, c'est super intéressant. Voilà. Les méthodes créatives, j'en ai parlé. Mettant de l'émotion. On parlera beaucoup d'automatisation, mais ce qui est important aussi, c'est mettre de l'émotion. Si on met trop d'automatisation, je l'ai remarqué, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tout simplement, en fait, les gens se disent c'est un robot, c'est du spam, etc., etc. Donc il faut savoir faire un savant dosage entre de l'automatisation et de l'humanisation. Voilà. Donc ça, c'est pourquoi il faut faire du growth hacking. Alors je vous ai mis après des exemples qui font un peu rêver. Alors des exemples. Alors il y a beaucoup de gens qui ont commencé leur existence en étant hors la loi. Alors moi j'aime beaucoup citer un entrepreneur français que vous connaissez sans doute tous, Xavier Niel de Free. Ce qu'on sait moins, c'est que Xavier Niel de Free n'a pas commencé en vendant des abonnements téléphoniques de Free, ni des abonnements à Internet, etc. Notre ami Xavier Niel travaillait dans une entreprise de téléphonie informatique, classique. Puis il a inventé un petit logiciel qui s'appelle le Turbophone. Et ce petit logiciel était vraiment intéressant parce qu'il permettait d'aller lancer une petite communication et puis raccrocher derrière. Lancer une communication, raccrocher. Comme si on envoyait un petit SMS, mais par message. Et il l'a fait à l'époque du Minitel. Alors vous allez me dire, comment il a pu gagner de l'argent? Là, c'est très simple. Notre ami Xavier Niel s'est dit, qu'est-ce qui gagne beaucoup d'argent sur Internet? C'était à l'époque les messageries roses. 3615 ULA en particulier. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé son petit outil qui allait sur le 3615 ULA et dire, hey, tu es intéressé pour faire des rencontres, viens me rencontrer sur le 3615 Toto Tititata. Tu es intéressé pour faire des rencontres, viens me rencontrer sur le 3615 Toto Tititata. Et il a capté comme ça énormément de trafic et il a battu ses premiers, enfin il a eu ses premiers euros en allant capter le trafic de ce leader incontesté du domaine, qui bien entendu lui a fait un procès. Xavier Niel a perdu, genre 4-5 ans après, il a perdu quelques centaines de milliers d'euros, mais en attendant il avait gagné des millions d'euros et c'était le début de sa fortune. Donc c'est pour vous dire que les gens prennent des risques. Un autre exemple, j'avais des amis qui travaillaient chez Quel Job. Quel Job, le plateforme d'emploi, si vous connaissez maintenant, c'est qu'au début ils ont une très bonne idée. Ils ont été en fait pomper les annonces d'emploi de tous les sites existants, sans autorisation. Alors que normalement il fallait une autorisation, les annonces sont classifiées, etc., etc. Ils ont pris le risque et ils l'ont fait. Et bien sûr, ça a marché. Vous connaissez aussi Airbnb, je pense que vous savez un petit peu le principe, et tout le monde dit Airbnb, ils ont réussi à faire un succès parce du succès initial, mais ce que l'on sait moins, c'est que tout simplement Airbnb a commencé par aller capter du trafic chez l'équivalent du Bon Coin américain. Ça s'appelle Craigslist. Ils ont fait un petit outil, un petit logiciel, qui allait scanner sur l'équivalent du Bon Coin américain et voir tous les gens qui louaient un bien sur l'équivalent du Bon Coin. Il leur disait, hey, si tu sais, alors je crois que d'ailleurs c'est ce petit truc-là, il dit, hey, vous louez votre maison sur Craigslist, est-ce que vous savez que vous pourriez vous faire $500 par semaine en louant votre maison sur Airbnb? Contactez-nous. Nous avons fait comme ça une petite API qui allait automatiquement inviter les gens à aller louer leur maison sur Airbnb. Et ils ont capté comme ça du trafic. 3 exemples très simples où on montre en fait qu'on peut aller nourrir sa croissance sur le dos en fait d'un leader qui un petit peu s'endort ou automatiser des choses. Voilà. Deuxième pan, on essaye d'être un peu astucieux. Astucieux, c'est pas forcément très compliqué. On montre en fait qu'on peut aller nourrir sa croissance sur le dos en fait d'un leader qui un petit peu s'endort ou automatiser des choses. Voilà. Deuxième pan, on essaye d'être un peu astucieux. Astucieux, c'est pas forcément très compliqué. Le succès d'Hotmail, en fait, la croissance d'Hotmail a été de mettre à la fin de chaque email, à la fin il y a marqué PS I love you, use Hotmail. Donc dès que vous envoyez un message, à la fin il y avait ce petit message-là qui apparaissait. Et grâce à ça, ils ont augmenté massivement leur nombre d'inscrits. Deuxième chose, il y a des outils comme par exemple Crowdfire, qui sont des outils sur Internet qui permettent de faire de l'automatisation sur Twitter. Et bien tout simplement, ils rajoutent by Crowdfire, par tel truc.
Il y a aussi un site internet très connu aux États-Unis qui s'appelle Reddit. Ils ont commencé par créer des faux comptes, créer en fait de l'actualité qui a été créée de manière automatique pour faire croire qu'il y avait du monde. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la preuve sociale. S'il n'y a personne sur votre site internet, s'il n'y a pas de commentaires, s'il n'y a rien du tout, les gens se diront bah non, c'est louche, je l'achète pas. Et donc en fait, ils ont créé un premier trafic et un effet de traction. Spotify aussi, au début, le service en fait de musique en ligne, à chaque fois que vous inscriviez, il publiait automatiquement votre playlist sur Facebook et forcément les gens se disaient bah tiens oui, je vais regarder ce service-là. Dropbox avec le parrainage ou LinkedIn, vous êtes peut-être rendu compte de ça, mais à chaque fois que vous créez votre compte LinkedIn, bizarrement en fait il va absorber votre carnet d'adresses et vous verrez qu'il crée des comptes même de gens qui n'existent pas. Même moi sur LinkedIn, j'ai des doublons et des triplons que je n'ai pas créés, mais qui ont été créés automatiquement par le service de LinkedIn. Voilà. Donc vous voyez, il y a plein d'astuces qui fonctionnent et qui permettent en fait d'aller capter de la croissance. Donc ça, c'est des trucs qui font un petit peu rêver. On va peut-être essayer de revenir un peu plus au terre à terre. Et là, je vais vous montrer un exemple très simple. Moi, j'habite à Colombes, à 2 pas d'ici, une demi-heure en transport. Pour montrer que le growth hacking, c'est pas que du web. Ça, c'est un exemple. En fait, c'est un site internet qui se connecte, qui s'appelle mesvoisins.fr. Et donc, ils ont eu une idée assez intéressante et assez originale. Ils ont mis dans toutes les boîtes aux lettres du quartier un petit papier qui fait cheap. On dirait que c'est ma voisine, justement, Véronique, de la rue de l'Union, qui m'a envoyé un message et qui m'a dit « Hey, ça serait pas mal qu'on s'inscrive pour qu'on soit des voisins sur... qu'on travaille, qu'on soit ensemble sur le truc des voisins, etc. etc. » Donc, pour vous montrer que c'est pas que du web, c'est pas que du truc sur Internet, on peut faire du growth hacking comme ça, avec tout simplement un look un petit peu amateur, un truc qui fait un petit peu original. Moi, je vous dis, un prospectus classique, je l'aurais balancé direct. Ce truc-là, je me dis, mais ça a l'air d'être une pétition, quelque chose comme ça. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé une manière différente. Je vous avais rappelé auparavant, penser différemment. Pas faire un prospectus, mais dire tiens, c'est un truc qui ressemble à quelque chose que quelqu'un m'a mis dans ma boîte aux lettres. Puis c'est pas la société que je vous ai pas mis là, mais c'est un gars en fait qui m'a envoyé un email une fois. Je reçois dans la boîte email un message et il me dit tiens, l'objet c'était encore des problèmes de parking dans le quartier. J'ai dit ah bah oui, c'est vrai, il y a vraiment des problèmes de parking dans mon quartier à moi. Et puis je lis l'email et dit voilà, je suis en train de lancer un projet pour faire une application parce que j'en ai marre que dans le quartier de notre rue à nous, ça va pas trop. Est-ce que tu peux répondre à quelques questions là-dessus et t'inscrire sur tel truc? En fait, c'est très simple. J'ai regardé le gars. J'ai regardé son nom et en fait, j'ai eu après son adresse, le gars, il habite dans le 45. Moi, je suis dans le 92. Donc, il habite pas du tout dans mon quartier, mais en fait, il a tout simplement envoyé un email intelligent qui ressemblait pas du tout à un spam et qui lui a permis de créer sa première liste de prospects et de vérifier l'intérêt de son marché. Créativité encore, oser. Là, on arrive dans des choses qui sont pour l'instant à peu près légales. Ce n'est pas le cas de tout. Si vous êtes dans le quartier, si vous baladez un petit peu, ça doit vous dire quelque chose, ce petit panneau-là. C'est un truc qui fleurit à tous les arrêts de feu, depuis déjà, je pense, 1 mois. Donc c'est un petit malin, sosradar.fr, qui a mis ça à chaque feu rouge. En tout cas, j'en ai vu au moins une 50aine de panneaux dans mon quartier et dans les quartiers aux alentours, pour faire sa pub. Alors, encore une fois, j'ai dit growth hacking, il faut oser, il faut penser différemment, il faut faire quand même attention à la légalité. Pour information, ça c'est de l'affichage sauvage. Ça coûte à peu près 1500 € d'amende. Alors vous allez me dire, 1500 € d'amende, vu la publicité qui s'est faite, c'est pas beaucoup. Après, c'est 200 € par jour et par publicité qui reste. Là, ça peut coûter un peu plus cher si vous en avez plusieurs cinquantaines ou plusieurs centaines qui sont mis dans le quartier. Néanmoins, je leur ai pas demandé, mais je pense que je vais le faire au final, pour leur demander quelle est la rentabilité de cette action. Ils sont totalement inconnus, totalement méconnus, et ils ont trouvé cette astuce hyper simple, totalement illégale, pour se faire connaître. Est-ce que ça sera rentable ou pas? Vous pouvez leur poser la question aussi. Donc voilà, c'était 2 exemples simples pour montrer que le growth hacking, c'est pas que du web, ça peut également être dans la réalité. Alors le growth hacking, il y a 4 piliers. 4 piliers fondamentaux. C'est très simple. Ces piliers-là, vous pouvez l'appliquer partout. C'est valable dans n'importe quel secteur d'activité, physique, web, etc. La première chose, vous devez identifier une opportunité. Une opportunité, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un carrefour d'audience, par exemple.
Vous dites, tiens, mes prospects, ils sont à tel endroit, ils sont sur LinkedIn, ils sont sur Facebook, ils sont sur un salon, ils sont à tel endroit. Deuxième chose, ça peut être également la conversion du site. On parle de prospect, mais ça peut être également essayer d'améliorer la conversion de son site internet. Parce que c'est l'opportunité. L'opportunité, c'est pas que acquérir, c'est convertir. Donc l'opportunité, c'est pas que acquérir, c'est convertir. Donc on essaye d'identifier une opportunité business. Deuxième chose, on se dit, comment je vais l'exploiter? Comment je vais l'exploiter? Par exemple, là, le gars du feu rouge, là, il s'est dit, attends, nos prospects, ils s'arrêtent tous au feu rouge, ils sont tous en voiture. Comment je vais faire pour pouvoir l'exploiter? Alors, soit je peux le faire manuellement, je fais appel, j'y vais moi-même, je fais un petit test et je mets des panneaux dans mon quartier. Deuxième chose, je vais l'automatiser. Alors, c'est un peu plus compliqué pour mettre les panneaux. Sous-traité, je fais appel à des gars qui distribuent des prospectus et je leur dis, attendez les gars, vous allez me mettre 50, 100, 200 panneaux dans tel quartier et on va faire un test. Voilà. Donc on se dit comment on va y arriver, soi-même, en automatisant ou pas. Donc on fait un test et là on va mesurer. Est-ce que ça marche pas? Est-ce que ça vaut le coup d'investir plus? Est-ce que ça vaut le coup d'y prendre plus d'efforts? Est-ce que ça vaut le coup d'investir plus? Est-ce que ça vaut le coup d'y prendre plus d'efforts? Est-ce que ça vaut le coup d'aller encore plus loin? Et donc on se dit, ok, ça marche pas. Et justement après, quand on a fait son petit test sur une petite quantité, on se dit, ok, comment je peux en fait industrialiser ça? Donc industrialiser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire réduire l'effort. Si je l'ai mis dans mon quartier et où j'ai fait appel à une agence en fait de distribution de prospectus, comme on le voit tout le temps, les gars avec le petit caddie qui mettent tout ça dans les boîtes aux lettres, est-ce que je peux le faire également dans toute la France? Est-ce qu'il y a des entreprises comme ça qui le font à Lyon, à Marseille, etc., etc. Et comment je peux améliorer la performance? C'est-à-dire que je vais tester deux formats de panneaux, un format où je dis tiens 50 € offerts ou venez tout de suite, etc., etc. Donc en fait, on est vraiment là-dessus à se dire comment je vais industrialiser et comment je vais améliorer la performance. Donc la clé, c'est vraiment ça, c'est détecter des opportunités, savoir remettre en cause les règles, tout simplement, être productif et pas écouter à rien, enfin qui servent pas à grand-chose. Par exemple, aller checker tous les quarts d'heure ses emails, aller checker sa page Facebook, aller par exemple, aller à la poste du coin déposer ses courriers. Alors qu'il y a des trucs business qui vont rapporter de l'argent, c'est par exemple aller appeler 3 prospects, aller envoyer un emailing, etc. Il faut toujours faire la différence entre être occupé et être productif. Voilà. Et pas faire tout simplement une tâche soi-même, savoir sous-traiter, automatiser, sans tomber dans les excès, mais ça je vous en parlerai tout après. Voilà. Donc là c'était la petite introduction. Qu'est-ce que le growth hacking? Donc en fait, je vous disais qu'il y a deux philosophies, deux aspects du growth hacking. Il y a la partie un petit peu émergée de l'iceberg, ce que tout le monde pense. Growth hacking, c'est le panneau qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'email qu'on a vu tout à l'heure, c'est le courrier qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les astuces. Comment on va faire pour détourner le système, faire différemment, utiliser des logiciels, sous-traiter, blablabla, tous ces trucs-là. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que s'il y a tout ce qu'il y a en dessous de l'eau, et en dessous de l'eau, c'est avoir une vision stratégique et optimiser son activité. Alors on parlera de beaucoup de choses. Le tunnel à R, d'ailleurs il y a un R de plus. L'onboarding process, c'est comment on va embarquer les nouveaux clients. Quand on a un nouveau client, on l'a chèrement acquis, il faut l'accompagner avec des messages, des choses comme ça. On peut travailler sur l'expérience client, faire de la B-testing, etc., etc. On a plein d'outils. Je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà. Donc en fait, il faut vraiment se dire que les trucs et astuces, c'est vraiment qu'une toute petite partie du growth hacking. Il faut se concentrer plutôt sur cette partie-là. Et par exemple, si vous êtes, masseur, kiné ou n'importe quoi, la partie hacking, elle sera un peu plus compliquée à faire. Par contre, la partie growth, elle pourra s'appliquer tout le temps pour vous, quelle que soit l'activité. Alors, j'ai prévu de vous donner quelques cas pratiques. Alors, je vais surtout vous parler en fait d'outils. Pourquoi je vais vous parler d'outils? Parce qu'en fait, vous pouvez repartir directement avec si vous voulez. Donc, souvent, quand on parle de growth hacking, il y a beaucoup de gens qui disent growth hacking, ça veut dire développer, ça veut dire faire des scripts, ça veut dire être informaticien, ça veut dire se former, blablabla. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est beaucoup plus utile de savoir développer, faire des scripts, etc., parce que il y a des moyens d'automatiser beaucoup de choses et gagner énormément de temps, en particulier sur Internet. On peut donc récupérer des scripts sur Internet, on peut payer un développeur pour le faire, mais quand on a des petits moyens, c'est pas forcément évident. Donc tout simplement, il y a la solution alternative. C'est qu'en fait, on va utiliser par exemple des outils pour automatiser des actions.
Je vous ai mis quelques exemples, Octoparse, Phantom Buster, des extensions Chrome, etc., ou des logiciels sur mesure qui existent. Par exemple, celui-ci, là, Octoparse, c'est un petit outil qui conviendra à n'importe quel débutant, parce qu'en fait, il permet d'aller en fait crawler une page internet ou des pages internet et leur dire, etc., ou des logiciels sur mesure qui existent. Par exemple, celui-ci, là, Octoparse, c'est un petit outil qui conviendra à n'importe quel débutant, parce qu'en fait, il permet d'aller en fait crawler une page internet ou des pages internet et leur dire, bah tiens, je vais récupérer les coordonnées. Un exemple, vous êtes dans le B2B, pas dans le B2C, je précise bien, dans le B2B, vous avez repéré un annuaire professionnel, par exemple des syndicats. Un syndicat, je sais pas, expert comptable, syndicat des coiffeurs, syndicat de ceci, cela. Et vous dites, bah tiens, il y a des numéros de téléphone et il y a des adresses email. Et bien tout simplement, avec un outil comme Octoparse, vous pouvez très simplement, avec un système en fait de sélection à la souris, dire bah tiens, ça c'est le numéro de téléphone, ça c'est le système pour changer de page, etc., etc. Et lui dire bah tiens, tu vas aller me chercher tous les numéros de téléphone et tous les adresses email qui sont sur le site internet. Donc ça permet pour quelqu'un qui est un peu féru d'informatique mais qui n'est pas très très bon quand même, on peut quand même faire des choses assez sympas. Voilà. Donc ça c'est la partie personne qui va vous aider, une personne physique, mais qui en fait travaille dans des pays low cost, comme en particulier Madagascar et l'Afrique, que vous pouvez retrouver sur des sites comme Fiverr, Upwork ou 5 euros. Alors le seul en français c'est 5euros.com. Et vous pouvez donner des missions à ces gens-là. Moi par exemple, ça fait déjà 3 ans que j'ai une assistante à Madagascar et qui est là pour m'aider, pour répondre aux emails, répondre aux chats et des choses comme ça. Je vous donnerai un cas pratique juste après. Et comme le coût des salaires est beaucoup moindre en fait là-bas, c'est du 5-10 euros de l'heure, vous pouvez lui donner des tâches vraiment à faible valeur ajoutée. Moi par exemple, c'est des réponses à certains emails, réponses aux chats, c'est également faire de la transcription de vidéos en texte, toutes ces petites actions qui sont chiantes, des fichiers à transcrire. Là, il n'y a pas très longtemps, pour ma boîte, en fait, on avait à transformer un document PowerPoint en Word. On a calculé un peu, on s'est dit, waouh, on a genre 100 pages à faire, il faut tout refaire la maison en page, il faut tout recopier, il faut en avoir pour une journée complète. Je dis, mais attends, on va pas se faire chier, recopier, il faut en avoir pour une journée complète. Je dis, mais attends, on va pas se faire chier, on va demander à mon assistante et on va lui donner de boulot. Et elle l'a fait de manière autonome et on a sous-traité ça, on était vraiment tranquille pour un coût qui était, je crois, 15 euros. Alors que pour nous, c'était une bonne journée de boulot minimum. Voilà. Donc c'est important de se dire que si on ne sait pas développer, si on ne sait pas faire du script, si on ne sait pas faire ceci, cela, il faut savoir en fait jouer sur d'autres leviers. Les assistants virtuels, c'est vraiment un outil qui est vraiment très intéressant pour la plupart des entreprises. Surtout les petites entreprises. Pourquoi ? Parce que les grandes entreprises ne peuvent pas faire appel à ça. J'ai fait plusieurs présentations dans des grands groupes. Et dès que je leur dis, bah voilà, moi je fais appel à une assistante qui m'aide tous les mois, je la paye tous les mois un forfait, tac, 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 et elle travaille X heures pour moi, et je me démerde pour lui donner du boulot pour ce montant-là. Et bien en fait, ils me disent, non, mais non, c'est pas possible, nous il faut une facture, et puis on a la conformité légale, et puis de toute façon il faut qu'elle soit enregistrée en tant que fournisseur, capacité de me payer avec votre carte bleue, moi je paye ma carte bleue ou mon compte PayPal, ben, ça me permet de gagner tout de suite en autonomie. On peut même aller plus loin, parce que ces assistants virtuels peuvent également vous aider à produire du contenu. Je connais quelqu'un qui est dans une thématique qui est dans le développement personnel. C'est une thématique qui est grand public, qui n'a pas besoin de technicité. Et ben, il fait sous-traiter une partie de ses articles. C'est-à-dire que c'est une personne offshore qui, pour 50, 100 euros, on va dire plutôt 50 euros, lui produit un article. Alors, c'est pas du contenu qui fait rêver. Il faut vraiment être important là-dessus. Vous en avez pour votre argent. Je tiens vraiment à le préciser. On en a pour son argent. Le contenu que vous avez, souvent c'est écrit en français sans faute, mais ça n'a pas de valeur. Donc faites attention, ça peut nuire à votre entreprise. Pareil, quand moi je fais appel à mon assistante, généralement je lui montre comment faire, je fais une capture écran, je fais une vidéo, je lui détaille tout A, B, C, tu fais ci, tu fais ça, je fais une vidéo, je lui détaille tout A, B, C, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ci, je lui mets des FAQ, je lui mets des modèles, des choses comme ça. Je sais qu'elle met au moins 2 fois le temps que moi je mets. Donc en fait, il faut se dire que vous allez prendre du temps au départ pour la former, vous allez prendre du temps aussi pour vérifier que c'est bien fait ou pas, et tout simplement ça va prendre plus de temps. Mais c'est un gain quand même qui est important, et c'est surtout si c'est du récurrent, c'est vraiment intéressant. Et je vous montrerai un exemple, comme je disais juste après. Voilà. Ça en fait c'est ce qu'on a là, mais bon, il y a des logiciels qui le font aussi de manière très simple pour vous. Alors j'ai choisi de vous présenter 3-4 outils que vous pouvez utiliser dès maintenant.
Le premier, en fait, c'est un outil qui coûte une quinzaine d'euros. Ça s'appelle en fait LinkedIn Helper. C'est un outil en fait, voilà, qui se plug en fait sur LinkedIn. Voilà, c'est un petit menu de tout ce que ça peut faire. Alors, petite précision, cet outil est interdit par LinkedIn, hein, donc utilisez-le à vos risques et périls. Encore une fois, je dis, il faut savoir prendre à vos risques et périls. Encore une fois, je dis, il faut savoir prendre des risques en gros hacking. Si vous faites comme les autres, c'est aussi simple, ça sert à rien. Donc prenez un petit peu de risques. Et donc là, tout simplement, ça permet de faire des trucs assez sympas. Le truc le plus sympa que j'ai, enfin, il y a plein de trucs sympas, mais le truc le plus sympa, c'est qu'en fait, vous pouvez automatiser la prise de contact. C'est-à-dire que moi, dans la boîte actuelle, en fait, on vend des solutions de centre de contact et des solutions en fait d'enquête de satisfaction. Et notre cible, en fait, c'est les directeurs d'expérience client, c'est les responsables de centre d'appel, c'est les responsables de la transformation digitale dans l'entreprise. Donc tout simplement, j'utilise LinkedIn, je dis, recherche-moi tous les gens qui sont directeurs de l'expérience client dans Paris et qui sont mes contacts niveau 2 et 3. Donc ça, typiquement, c'est tout à fait dans ma cible. Et LinkedIn Helper, en fait, va automatiser la prise de contact avec le prénom de la personne en disant « Bonjour Martin ». Et là, le message que j'ai mis, message type qui est je suis, si vous êtes en contact avec Martin. Et là, le message que j'ai mis, message type qui est je suis. Si vous êtes en contact avec moi, vous répétez le message, mais c'est bonjour, je suis passionné de l'expérience client, ce qui est vrai. J'ai d'ailleurs sorti une BD sur l'expérience client. J'aimerais vous ajouter à mon contact afin que nous puissions échanger là-dessus. Donc j'essaie de faire une invitation qui est assez personnelle. J'ai même vu certaines personnes qui ont mis en message de premier contact, je suis fan de Lego ou je suis fan de tel truc, pour mettre en fait un côté humain. Je disais, si on fait trop d'automatisation et essaye de vendre tout de suite, ça ne marchera pas, ça sera du spam. Il faut au contraire dire voilà, je suis passionné ou je suis fan de Lego et puis j'adore ça, je fais aussi ceci, cela. Et ensuite mettre un ancrage en fait sur quelque chose qu'ils veulent avoir. Moi, c'est ma BD de l'expérience client. La BD où je donne plus de 50 trucs et astuces de l'expérience client. Pour la petite histoire, cette BD, je l'ai fait réaliser en offshore, par un graphiste. Lui, malheureusement, mon niveau de dessin équivaut à celui de ma fille de 4 ans, donc voilà, je fais appel à une autre personne. Voilà. Donc en fait, cet outil-là, il est vraiment super pratique. Il permet aussi d'inviter des gens automatiquement à un groupe LinkedIn, il permet d'envoyer des messages en automatique à certaines personnes, blablabla. Enfin bon, il y a plein d'utilités, mais faire des invitations ciblées sur une cible donnée, c'est super sympa. Imaginons que vous vendez des prestations de coaching à des entreprises, vous pouvez cibler par exemple le responsable des ressources humaines ou le responsable, je sais pas, de la formation, n'importe quoi, et dire tiens voilà, il y a ceci, cela. Bien entendu, ne vendez pas au départ. Essayez de proposer, donner envie, etc. Bien entendu, il y a le deuxième outil qui est My Signature, c'est-à-dire qu'une fois que la personne a accepté, en fait, il accepte le message, vous avez la réponse. L'outil aussi vous permet de mettre une signature type. Et bien sûr, dans ma signature type, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a bonjour, merci d'avoir accepté ma mise en contact. Quelles sont vos actualités ? Je parle des gens. Je ne parle pas de moi. Je ne dis pas je vends un truc, mais je dis quelles sont vos actualités à vous ? Je m'intéresse aux gens. Et ensuite, derrière, je dis, moi, mes actualités, c'est, je viens de sortir un bouquin et j'ai fait ma BD sur l'expérience client. Et bien sûr, derrière, après, les gens, ils disent, tiens, c'est super, génial, etc. Et ça me génère, entre guillemets, à 1 à 10 contacts par semaine qualifiés dans ma cible à moi. Donc, c'est vraiment super intéressant et super pertinent. Alors là, j'ai pris un peu de temps. On va devoir accélérer un peu. Deuxième outil qui est intéressant, jarvie.com. Si vous travaillez en fait dans le B2C, que vous utilisez en fait Pinterest, Instagram, YouTube et tout ça, c'est un outil en fait très simple qui va vous permettre en fait d'aller cibler des mots-clés. Par exemple, je cherche les gens qui parlent de YouTube ou qui parlent, je sais pas, d'aromathérapie. Et en fait, ils vont ajouter tous les gens qui likent la chaîne, qui parlent d'aromathérapie ou qui sont sur tel mot-clé. Forcément, les gens qui disent mais c'est qui a liké, ça ne sert à rien si vous n'avez pas un contenu intéressant. Voilà. Un autre outil, outil numéro 3 que je vous ai sélectionné, c'est VMS Online, ou de manière globale, les messages vocaux. En fait, les messages vocaux, qu'est-ce que c'est ? En fait, vous prenez votre téléphone, vous enregistrez un message de bienvenue à quelqu'un. Par exemple, vous avez un nouveau contact LinkedIn qui vient d'arriver, vous avez récupéré son numéro de téléphone, ou vous faites un salon, et vous avez des numéros de téléphone 06, vous enregistrez votre numéro de téléphone type « Bonjour, vous avez assisté à ma conférence sur le gros hacking aujourd'hui, mardi. Si vous voulez en savoir plus et avoir une séance de coaching, appelez-moi, ça me ferait vraiment plaisir de vous avoir au téléphone et de vous aider, blablabla. »
Et donc, en fait, vous enregistrez un message, ensuite vous uploadez votre fichier avec les 06, et comme si on envoyait un SMS, ça envoie le message directement. Ça coûte à peu près une dizaine de centimes d'euros le message. C'est hyper puissant, par exemple, pour organiser des soldes, parce qu'en fait, les gens ont l'impression que vous les avez appelés eux. Bien entendu, le message est déposé sans que votre téléphone sonne. C'est hyper puissant, par exemple, pour organiser des soldes, parce qu'en fait, les gens ont l'impression que vous les avez appelés eux. Bien entendu, le message est déposé sans que votre téléphone sonne. Enfin, sans que le téléphone sonne. Donc la personne a l'impression qu'elle a loupé le message, et tac, pourtant le message est dessus. Et bien sûr, c'est super efficace parce que les gens peuvent vous rappeler derrière. Donc super efficace pour les soldes, super efficace en prospection, super efficace également en fidélisation. Beaucoup de sites e-commerce commencent à utiliser ça, avec un message qui fait comme en live. On ne fait pas un message enregistré en studio, mais on dit voilà, vous avez commandé le produit, c'est super sympa, n'hésitez pas à mettre un avis sur le site, et puis le numéro du service client, c'est ça. Voilà, on trouve le prétexte du numéro de service client pour inciter les gens soit à recommander avec un bon de réduc, soit simplement à déposer un avis parce qu'on veut avoir de l'avis. Voilà. Donc là, malheureusement, on n'aura pas le temps de travailler en live là-dessus, mais ce que je vous invite à faire, c'est réfléchir à vous, quelles sont les opportunités de hacking? Quelles sont les choses, en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez repousser faute en fait de temps, d'outils, d'automatisation? Est-ce qu'il y a un carrefour d'audience que vous pouvez exploiter? Est-ce que vous pouvez automatiser des choses? Est-ce que vous pouvez utiliser des outils pour aller plus loin dans votre business? Voilà. Donc ça, c'est première réflexion, parce que c'est la première partie. Deuxième réflexion, on parlait de la partie growth, croissance. C'est pour moi, en mon sens, c'est ce qui est le plus important à retenir ce matin. La partie trucs et astuces, elle est très sympa, ça vous permettra de faire des coups et d'avoir, tac, une croissance qui va être tout à fait exponentielle pendant une petite durée. Mais si vous voulez avoir une croissance continue sur le long terme, il faut penser growth et pas juste hacking. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, penser growth? Tout simplement, ça veut dire penser à votre tunnel de vente, à votre cycle de vente. Alors, les Américains ont nommé ça le tunnel AARR, tout simplement parce qu'en fait, ça vient des startups américaines qui tout simplement ont essayé de modéliser un cycle de vente, un tunnel de vente. On parlera plutôt d'entonnoir des ventes en français, parce que funnel en anglais, c'est pas des ventes en français, parce que funnel en anglais, c'est plutôt entonnoir que tunnel. Donc en fait, on va essayer de dire, tiens, il y a de l'acquisition. Donc on a des gens qui viennent sur le site internet, ou il y a des gens qui viennent sur un salon. Vous avez un stand ici sur le salon, et vous allez récupérer beaucoup de gens, ou même l'acquisition, c'est vous êtes sur un salon, il y a des gens qui passent devant. Vous êtes dans un restaurant, c'est tous les gens qui passent devant votre restaurant. Donc en fait, c'est cet aspect acquisition. Combien de personnes après rentrent dans votre restaurant ou viennent en fait vous voir dans votre stand, dans votre salon. Donc c'est la partie activation, mais ça peut être également acquisition, c'est des gens qui viennent sur le site internet. Activation, c'est des gens qui souscrivent au service. C'est pour ça en fait que c'est très orienté web. Rétention, qu'est-ce que c'est? C'est les gens qui restent longtemps ou qui reviennent. Est-ce qu'ils viennent au resto plusieurs fois? Est-ce qu'ils continuent de s'abonner à votre service, etc., etc. Et après, la recommandation, c'est un système de parrainage. Comment on fait pour avoir du bouche-oreille positif? Et le dernier, c'est revenu. Comment on va faire en fait pour de l'upsell, on va vendre du cross-sell. Comment on va faire pour vendre des produits plus chers? C'est ça qui est super important. Donc voilà. Ce schéma, en fait, il répond à peu près à 80% des cas, parce que tout le monde ne fait pas de la fidélisation, tout le monde ne fait pas forcément de la rétention, mais ça peut vraiment vous aider à savoir où la conversion de votre cycle de vente pêche. C'est-à-dire où vous devez faire un effort pour avoir plus de prospects, plus de ventes. Voilà. Alors, quelques idées. Parfois, c'est pas facile de se dire, OK, alors à quoi ça correspond pour moi? Donc, en fait, je vous ai mis quelques exemples. L'acquisition, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des partenariats, ça peut être aller chercher du trafic chez les concurrents, ça peut être faire de l'affiliation, ça peut être travailler votre marque. Comment on va faire que vous êtes plus visible? Travailler votre référencement, etc. L'activation, c'est peut-être fluidifier les choses. Est-ce que quand je suis restaurateur, l'activation, c'est est-ce que je vais pas mettre un gros panneau avec la soupe offerte ou le kir offert quand vous venez déjeuner, ou une performance, je vais pouvoir fluidifier et améliorer cela. Donc après, il y a des moments de vérité qu'il faut travailler. C'est par exemple le moment de l'inscription, de l'entrée dans le magasin, etc., etc. L'A/B testing, c'est tester deux versions. Quand on a deux pages de vente, il y a une version où on dit tiens, achetez mon produit parce que c'est telle raison, ou achetez mon produit parce que c'est telle région. Donc en fait, on va tester ces différentes choses-là. La rétention, en fait, c'est très simple. Comment on va pouvoir faire en sorte que les gens ils vont dire je continue de rester. C'est une expérience client supérieure. Est-ce que, par exemple, je vais offrir un petit bonbon en partant? Est-ce que, je sais pas, je vais offrir, sans que la personne me le dise, je vais lui offrir quelque chose en plus, un petit message du cuir chevelu si je suis coiffeur. Voilà, comment je vais faire en sorte que les gens vont dire waouh, c'est génial, je reviendrai. Voilà.
Et puis vous devez aussi faire des études sur pourquoi les gens s'abonnent ou souscrivent à votre service ou commandent chez vous et pourquoi surtout ils souscrivent pas ou ils désabonnent pas. Ça, c'est quelque chose que font trop peu de gens. Pourquoi les gens ne commandent pas chez moi ou ne commandent plus? C'est vraiment essentiel à faire. Vous devez aussi faire des études sur pourquoi les gens s'abonnent ou souscrivent à votre service ou commandent chez vous et pourquoi surtout ils souscrivent pas ou ils désabonnent pas. Ça, c'est quelque chose que font trop peu de gens. Pourquoi les gens ne commandent pas chez moi ou ne commandent plus? C'est vraiment essentiel à faire. Si vous avez un site internet ou n'importe quoi, demandez-leur mais pourquoi vous n'êtes pas venu et essayez d'améliorer les choses. Voilà. La recommandation, c'est un produit exceptionnel, c'est mettre en place un système de parrainage, etc., etc. Et les revenus, comment on va faire? On fait de l'abonnement, on fait de la gamme de produits, des accessoires, des initiatives. On a beaucoup de moyens comme ça de le faire. Voilà. Je voulais également vous dire qu'il y a une chose qui est trop souvent négligée, c'est que beaucoup de gens en fait se concentrent en fait sur l'acquisition de nouveaux prospects. Alors que souvent, il est beaucoup plus simple et beaucoup plus rentable de travailler sa conversion. Par exemple, je reviens sur mon exemple de restaurateur. Un restaurateur, il se dit mais non, mais je veux plus de monde dans mon restaurant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre des prospectus et puis il va aller en venir. Donc forcément, vous aurez fait beaucoup d'efforts et vous n'aurez pas tout de suite de la rentabilité. Pourquoi il faudrait plutôt s'intéresser à comment faire rentrer les gens dans le restaurant ou dans le magasin. Et comment on fait? C'est peut-être travailler à devanture, c'est peut-être mettre une table dans l'entrée, c'est peut-être, il y a pas mal de gens qui font ça, c'est mettre un bonhomme, mettre une statue, mettre un truc qui va faire waouh, c'est quoi ce truc-là? Je m'arrête en fait à ce moment-là. Soit on peut se mettre devant l'entrée et inciter les gens à venir. Si vous allez à Saint-Michel régulièrement, vous voyez bien que vous passez dans la rue, je pense qu'on vous demande d'aller tous les 3 mètres, allez, venez ici, je vous offre en fait le kir, ou les gens qui cassent les assiettes devant vous. Donc regardez un petit peu comment ces gens font. Je ne dirais pas que c'est du gros hacking parce que c'est des trucs que les gens font depuis tout le temps, mais c'est très intéressant de se dire, ils n'ont pas pensé aller chercher plus de monde parce qu'il y a déjà du trafic dans la rue, mais comment ils améliorent leur taux de conversion. Vous pouvez augmenter vos taux de conversion. Est-ce que c'est offrir une offre d'essai gratuit? Est-ce que c'est avoir une offre découverte? Enfin bref, c'est vous qui voyez comment vous devez améliorer cet aspect conversion. Voilà. Parce qu'en fait, je le dis toujours, l'acquisition si vous avez du budget, vous avez juste en fait à remettre plus de budget, distribuer plus de flyers, plus de Google AdWords, plus de Facebook Ads. Par contre, si votre conversion est pas bonne, vous allez mettre de l'argent et votre conversion, forcément, va pas être géniale. Donc, souvent, moi, ce que je recommande, c'est de commencer d'abord sur la conversion et ensuite aller augmenter, monter en puissance sur l'acquisition. Alors, je vous ai mis quelques exemples simples, différents tunnels, ça permettra de vous donner un petit peu des idées. Le premier, en fait, pour une application mobile, ça peut être par exemple le nombre de téléchargements de l'application. Ça, c'est le premier canal de l'acquisition. Ensuite, l'activation, c'est les gens qui ont créé un compte, par exemple, ou qui ont utilisé la fonction pendant X, Y, Z. Ensuite, la rétention, c'est combien de gens ont utilisé le produit depuis X jours. Par exemple, et les revenus, c'est combien de ventes premium ou la publicité, comment elle est cliquée. Donc ça, c'est un tunnel et on se dit, voilà les différentes étapes. Bien sûr, on peut avoir des sous-étapes dans une étape. Là, je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a différents points qui sont dedans. Donc ça, c'est les différents points qu'on pourra optimiser. Je vous mets un autre exemple. Je vous parlais de boutique tout à l'heure. Quand j'ai une boutique, qu'est-ce qui se passe? Le premier truc, l'acquisition, c'est comment je fais rentrer les gens dans la boutique. Je fais des flyers, je fais du street marketing, je mets ma vitrine, je fais de l'affichage et tout ça. Deuxième chose, comment je fais pour que les gens, en fait, ils commandent mon produit? Est-ce que, par exemple, j'aurai une offre à 1 euro, des produits à 1 euro dans ma vitrine ou des choses comme ça? Comment je les fais revenir? C'est peut-être un message vocal, peut-être je récupère leur email, peut-être en fait je fais une offre de fidélité. Bref, je dois me dire dès le départ comment je fais pour que les gens y recommencent. Donc le parrainage, c'est faites venir votre ami et vous avez un cadeau et votre ami aussi a un cadeau. Comment je vais faire ça? Est-ce que je fais des soldes VIP? Tiens, venez avec une amie et vous avez le droit à tel cadeau, etc., etc. Et de l'upsell, comment en fait je vais faire monter en gamme? Faites venir votre ami et vous avez un cadeau et votre ami aussi a un cadeau. Comment je vais faire ça? Est-ce que je fais des soldes VIP? Tiens, venez avec une amie et vous avez le droit à tel cadeau, etc., etc. Et de l'upsell, comment en fait je vais faire monter en gamme avec de nouveaux produits, nouveaux services, etc. Par exemple, je suis caviste, je vais pouvoir par exemple proposer de la dégustation ou des choses comme ça, ou des cours d'œnologie. Si on parle en fait au niveau d'un blog, d'un site internet, comme je vous disais, on peut avoir différents sous-canaux dans un canal principal. Par exemple, l'acquisition, c'est les visiteurs du site web qui viennent via le référencement naturel.
Ça peut être le temps passé sur le site, ça peut être le nombre de pages vues, ça peut être les canaux d'acquisition par Facebook, Twitter, machin, campagne payante ou campagne gratuite, etc. Ensuite, l'activation, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les abos à la newsletter? C'est les abos à la notification via le navigateur? Est-ce que c'est les abonnés que j'ai récupérés avec mon chatbot, etc., etc. Ensuite, quelle est ma mesure de la rétention? Est-ce que c'est le taux d'ouverture des emails? Est-ce que c'est le nouveau visiteur? En fait, je vais avoir une gamme de produits qui me permettra en fait d'aller faire plus de business entre les petits produits, l'affiliation, les upsells, le consulting, le cross-sell. Voilà. Donc, on va à chaque fois en fait travailler dans ce gros tunnel, enfin ce gros entonnoir, différents petits entonnoirs et on va pouvoir identifier lequel est prioritaire. Je vous donnerai un exemple un peu plus pratique tout à l'heure en disant comment j'ai fait pour un de mes sites internet. Donc en fait, le but, c'est d'aller choisir les bonnes idées. Parce que le problème, en fait, on peut se dire, bah, ok, je vois que j'ai un souci dans mon trafic ou dans ma conversion, des choses comme ça. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que je dois faire en priorité. Et en fait, pour cela, il y a une méthode, c'est la méthode ICE. Tout simplement, il faut essayer de trouver les idées. Donc en fait, c'est une méthode qui nécessite de rester, on va dire, 2 heures à réfléchir sur son problème. Parce que si on ne passe que 5 minutes, on va faire que comme les autres. On va prendre les bonnes vieilles méthodes qu'on voit partout et on va pas être créatif. Donc en fait, il faut dire, ok, je me pose et je vais essayer de trouver les idées pour avoir plus de visites sur mon site internet. Un exemple, je réfléchissais avec Alain, qui est notre directeur marketing, et on disait, mais comment on va faire pour avoir plus de personnes abonnées à notre nouveau service, alors que les gens ils le connaissent pas. Et on s'est dit, merde, comment on va faire? Puis on s'est dit, mais attends, mais on est con, il y a tous nos clients utilisent nos logiciels. Il suffit de mettre dans la prochaine mise à jour une petite pop-up, un petit chat qui dit, tiens, je suis le chatbot de la société Martin, est-ce que vous voulez me tester, etc. Ah bah oui, merde, on n'avait pas pensé. Nos clients, en fait, ils utilisent notre produit, donc il suffit d'utiliser une petite messagerie interne. Voilà, un truc tout con, très simple. Mais comme on est souvent la tête dans le guidon, on n'y pense pas. Donc faire foisonner les idées, on va les rechercher sur le web, recherche perso, on peut remettre en cause, on peut se demander à des amis, à des collègues, etc., etc. Donc ensuite, on va essayer de choisir de manière rationnelle les meilleures idées. Donc on va voir la méthode ICE comme impact sur votre business, est-ce que c'est un impact important ou pas. Vous mettez une note de 1 à 10. Ensuite, le coût de la mise en œuvre, le coût d'achat, mais également le coût en temps. Et troisième, vous met en place, parce qu'il y a des choses qui sont un impact important ou pas. Vous mettez une note de 1 à 10. Ensuite, le coût de la mise en œuvre, le coût d'achat, mais également le coût en temps. Et troisième, l'effort ou l'émotion un petit peu que ça vous met en place. Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment super impactantes, qui coûtent pas cher, mais qui sont hyper compliquées en place. Par exemple, changer de logiciel de CRM ou n'importe quoi, vous dites, non mais je me sens pas le courage. Par contre, il y a des trucs qui sont vachement plus intéressants. Et donc là, vous choisissez, vous mettez une note de 1 à 10, et après, vous choisissez les meilleurs. Vous faites un choix. Donc généralement, ce que vous faites donc deux choix. Deux choix qui sont vraiment importants, impactants, et vous faites ce qu'on appelle une quick win, c'est-à-dire un truc qu'on peut mettre en place tout de suite et qui va tout de suite apporter des résultats. Voilà. Alors, donc, idéalement, quand on est vraiment en mode gros hacking à fond, il faut faire un mini business plan derrière, mais bon, là, je vous l'épargne. Donc, le résumé, c'est très simple. On fait une analyse de son tunnel. On fait foisonner les idées, on choisit les priorités, on fait un mini business plan, on met en place des idées, plus le quick win, on fait un bilan et ensuite on recommence. Voilà, c'est ça le principe. Cas pratique très simple, avec mon site conseil marketing, tout simplement, j'avais une conversion qui était assez pourrave, j'avais du trafic, mais je m'étais toujours concentré sur le trafic, plus d'articles, plus d'interviews, plus de vidéos, plus. Mais en fait, je me suis dit, mais non, mais Fred, arrête-toi, tu es en train de travailler dans une roue et produire, travaille plutôt sur améliorer ta conversion. Et donc, mon objectif, c'est de passer à plus de 2% de conversion, et j'y suis largement atteint. J'étais à peine à 1%. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai été voir toutes mes top pages qui ont le plus de trafic sur mon site internet, et j'ai amélioré la conversion en mettant des bonus contextualisés, donc un livre blanc ou un audit, une checklist, dans les pages avec le plus de trafic. J'ai utilisé un outil qui s'appelle Thrive Team, qui permet en fait d'aller aussi optimiser avec des formulaires qui sont beaucoup plus sympas, des pop-up, des trucs qui bougent dans tous les sens, etc. Voilà. Et puis j'avais aussi un autre problème, c'est que je sentais que j'avais un problème de proximité avec mes lecteurs. En fait, je me dis, Fred, il faut que tu réfléchisses à faire plus de personnalisation. Et en fait, j'ai trouvé la solution. Tout simplement, j'ai sous-traité à mon assistante le chat. C'est-à-dire qu'il y a un chat sur mon site web, vous allez sur conseilmarketing.com, vous avez un chat qui s'ouvre au bout de 30 secondes, et en fait, il vous dit, en quoi puis-je vous aider? Alors, c'est pas un chat live, je ne peux pas me permettre d'être 100% devant mon ordi tout le temps. Tout simplement, les gens ils posent leurs questions. Ça arrive sous forme d'un email qui arrive dans la boîte email de mon assistante. Elle a une FAQ que je ne vous montrerai pas là, mais qui fait à peu près 80 pages. Et elle peut répondre aux questions les plus fréquentes et elle répond à toutes les questions qui sont les plus posées.
Et moi, je réponds maintenant qu'à 3-4 questions par jour. Et là, ça me permet d'avoir une relation de proximité. Les gens pensent que c'est moi qui ai répondu, parce que c'est des questions que j'ai écrites moi-même, j'ai passé du temps. Hein. J'ai passé moins 4 heures à répondre à toutes les questions et avoir un bon canevas de questions-réponses. Voilà. Un autre cas en fait, ce qui est beaucoup plus simple, c'est en fait un site internet pour lequel, un autre cas en fait, ce qui est beaucoup plus simple, c'est en fait un site internet pour lequel, un site internet pour lequel je travaille. Et en fait, tout simplement, ils ont des abonnés, plusieurs dizaines de milliers. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils ont juste une newsletter. Alors, vous allez me dire, ouais, une newsletter, c'est top. Sauf qu'une newsletter, non, c'est pas top, parce qu'une newsletter, c'est générique. On envoie les dernières news, l'actu du site. Le client, il s'en fout complètement de votre actu. Ce qui l'intéresse, lui, c'est tout simplement d'avoir des réponses à son problème. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait moi donc si vous allez sur mon site conseilmarketing.com, j'ai mis ma propre solution de marketing automation, donc d'envoi de marketing, d'email marketing automatisé. Il y a 7 messages. Généralement, c'est le minimum qu'on fait en marketing automation. J'ai des messages où il y a 30-40 messages, mais là, c'est 7 messages, c'est le minimum. Et vous commencez par donner confiance, des astuces, un livre blanc, un témoignage, une interview et un appel à l'action. Résultat, 1 ou 2 rendez-vous par semaine, alors qu'avant, il n'y en avait quasiment pas. Et je mets même en bonus mon killer message à 7. Et celui-là, c'est vraiment mon préféré, c'est ce que peut faire tout le monde. C'est tout simplement un message qui est envoyé tout le temps en automatique, sauf le samedi dimanche, parce que bon, forcément c'est pas crédible, mais qui dit objet, rendez-vous de présentation, chatbot, date à confirmer. Et le mec il reçoit ça, il dit merde, putain j'ai oublié qu'on avait rendez-vous. Et donc en fait à l'intérieur, je dis bonjour Stéphane, bien sûr personnalisé, je viens de regarder mon planning de la semaine et je vois que j'ai des créneaux de libre, blablabla. Alors bien sûr c'est un message automatisé, la personne ne le sait pas, et les gens me répondent, ah ouais mais oui ok d'accord, je suis disponible jeudi, vendredi à telle heure. Ah d'accord, bon après c'est moi qui dois faire en sorte que mon agenda cale, mais des fois je dis non désolé on m'a pris entre temps un rendez-vous, mais par contre je peux vous proposer la semaine d'après. Simple, hyper efficace. Troisième cas, j'irai hyper vite par contre pour celui-là parce que je crois que a déjà passé d'1 minute, je ne sais pas si on ne sera pas à mettre dehors bientôt. Donc c'est un site internet que j'utilise pour faire la génération de leads. Donc en fait, voilà, j'ai modélisé mon tunnel, trafic, leads, formulaire, article, leads. C'est pas un site que je vends où je vends les trucs à moi, mais c'est un truc que je fais de la génération de leads. Donc j'étais dans mon Google Analytics, j'ai regardé les trafics, j'ai regardé les pages qui avaient le plus de trafic, j'ai regardé les mots-clés sur lesquels j'étais le plus positionné, j'ai regardé en fait où j'avais un pic de trafic, etc. J'ai regardé les messages de mon autorépondeur que j'avais, et en fait je me suis rendu compte en fait en faisant une petite analyse très simple, avec rouge ce qui est le plus important, et vert ce qui est le moins important, et je me dis merde, il y a seulement 8,30% d'ouverture du deuxième message, et j'ai seulement 2 messages dans ma séquence d'autorépondeur. Aïe. Ensuite, j'ai uniquement 1% des abonnés qui achètent le produit, donc ce qui n'est pas terrible non plus. Donc je me dis, ok, je ne vais pas m'amuser à aller choper plus de trafic, mais au contraire, je vais aller améliorer ma conversion. Donc résultat, j'ai fait comme tout à l'heure, 7 messages minimum avec un message d'engagement, etc., etc. Changement de solution d'autorépondeur en passant pour GetResponse et tout simplement, en 24 heures, dès que j'ai mis en place ce truc-là, objectif initial, objectif initial, d'avoir 42% de taux, et là je suis arrivé à 60 de taux d'ouverture, donc hyper efficace tout de suite. Et après un jour, 66% d'ouverture, 33% de clics, enfin bref, c'était le jour et la nuit pour exactement le même trafic, et ça m'a pris, 3 heures. 4 heures peut-être. Voilà, ce que je vous engage à faire, c'est d'aller tout simplement chez vous, modéliser votre tunnel de vente, votre entonnoir, parce que c'est vraiment un entonnoir. Quelles sont les principales étapes de votre tunnel? Je vous l'ai montré, ça peut être d'une boutique physique à un site internet. Deuxième chose, où vous pouvez agir là-dessus. Troisième chose, quelles sont les idées? Et ensuite, c'est à vous de jouer. Voilà, donc je voulais terminer cette présentation avec une petite présentation sur le growth hacking. Le growth hacking, ça évolue tout le temps. Il y a 5 minutes, j'étais en train d'ajouter 2-3 logiciels que je suis en train de tester actuellement. Si vous l'utilisez, ajoutez 2-3 logiciels que je suis en train de tester actuellement. Donc en fait, c'est vraiment important de se dire que il faut se tenir au courant des nouvelles technologies, parce que dès qu'en fait c'est trop utilisé, ça ne marche plus. Vous voyez, mon petit email, le killer message, si vous l'utilisez tous là dans la salle, il va plus marcher dans pas longtemps. Donc tout ce qui est trop utilisé et déjà vu marche plus. Voilà. Les fonctions ne suffisent plus. Les fonctions et l'automatisation ne suffit plus. Il faut vraiment de l'émotion. Il faut mettre de l'émotion, de la personnalisation dans vos messages.
si j'avais envoyé dans mon killer message bonjour, est-ce que vous voulez être disponible pour un rendez-vous, ça aurait été moins fort que dire bonjour Stéphane, est-ce que vous êtes disponible pour un rendez-vous. Voilà. Et bien entendu, faites toujours attention à la loi, hein, RGPD. Encore une fois, on n'a pas le droit d'aller spammer les gens. Pareil pour le téléphone, j'en ai parlé tout à l'heure, on n'a pas le droit d'aller spammer les gens peuvent toujours se désinscrire, etc. Donc attention à la légalité, même si on fait du growth hacking, on ne fait pas des choses hors la loi. Voilà, on aura fini avec 5 minutes de retard, ce qui est pas mal. Je vous avais dit que le contenu était dense. Donc voilà, ce que je voulais dire ce matin, tout simplement, c'est que le growth hacking, c'est pas que pour les startups. Le growth hacking, normalement, ça doit s'adresser à tout le monde ici. Si vous n'êtes pas concerné, c'est que vous êtes vraiment particulier. Même, je pense qu'un chanteur qui veut se faire connaître peut utiliser les techniques du growth hacking pour le faire. Deuxième chose, donc il y a la partie hacking. Hein. N'oubliez pas, hein, hacker, ce n'est pas illégal, c'est souvent être malin, penser différemment des autres, oser prendre des risques, parce que d'autres autrement le feront. Copiez ce qui marche et faites mieux. Faites pas juste copier et faites mieux. Et bien sûr, appliquez le tunnel AR, mettez en place un système mesurable et testez. C'est comme ça que vous allez réussir. Le mot de la fin, voilà. Si vous voulez en savoir plus, c'est très simple. Vous avez mon bouquin, Le Growth Hacking. Alors tiens, allez, je vais en faire gagner un. On va faire un tirage au sort. Emmenez-moi vos cartes de visite, mettez-les sur la table là, et je vais en tirer une au hasard. Et donc la personne qui, j'en tirerai une au hasard. Et puis s'il y a une main innocente qui veut venir en prendre une, j'offrerai un bouquin tout de suite. Voilà. Et autrement, si vous ne faites pas partie de la main innocente qui va gagner le bouquin, rendez-vous à 13h15 sur le stand de Duno où je fais une dédicace. Et bien sûr, pour remercier d'être venu, etc., je vous offrirai 1 mois d'abonnement à ma formation vidéo, la Star Marketing Academy. Et là, vous aurez tous mes trucs et astuces, ces 3 ans de boulot, avec tout ce que je vous ai montré en cas pratique. Voilà. Alors, ne partez peut-être pas, parce qu'autrement, je ne vais pas vous donner le livre. Il faut que vous soyez là, parce que je vais faire le tirage au sort. Est-ce que vous voulez être la main innocente ? Voilà, j'ai la main innocente qui est là.